Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que vous faisiez le 17 septembre 2021 ? Je regardais pas Squid Game. Eh bien voilà, moi non plus, je ne regardais pas Squid Game ce soir-là. Pourtant, c'est le jour où est sortie la saison 1 sur Netflix. Alors, parce que j'avais encore jamais regardé de série coréenne de ma vie à l'époque. Et 2, parce que la série, en fait, il faut se souvenir qu'elle est sortie en catimini. Netflix n'avait pas du tout fait la promo de Squid Game à sa sortie. Et elle est devenue le phénomène qu'on connaît aujourd'hui avec, en fait, un bouche à oreille énorme qui a pris en très peu de temps sur les réseaux sociaux. Et donc là, enfin, quand on a lancé les épisodes, c'est vrai que ça a été un choc en découvrant ces jeux mortels dans lesquels ces candidats s'affrontent dans l'espoir de décrocher une somme astronomique s'ils sont les seuls survivants. La saison 2 a mis quand même 3 ans à sortir, donc l'attente elle est énorme. Elle est enfin arrivée sur Netflix le 26 décembre et notre experte en série coréenne, Aubéry Mallet, a donc passé un joyeux Noël devant son écran. Bonjour Aubéry. Bonjour, c'était magnifique. Beau cadeau. Alors tout d'abord Aubéry, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 2 de Squid Game ? Est-ce que ça a valu le coup d'attendre 3 ans pour ça ? Alors, ça valait le coup d'attendre, déjà parce que je pense que tout le monde était très curieux de découvrir la suite du phénomène. Je trouve que le créateur a réussi, malgré le concept qui est très fort de base, à un peu réinventer d'une certaine manière le concept. Alors évidemment, on n'a plus le choc de la première saison parce que voilà, c'était un peu inédit, bien que une série comme Alice in Borderland qui est sortie juste avant avait un peu déjà fait la même chose. Mais je trouve qu'il a réussi à rapporter de la nouveauté, notamment par rapport au système de vote, par exemple, qui est un truc assez redoutable, qui rapporte encore plus de chaos parmi les personnages. Et aussi, justement, les personnages, je trouve que c'est vraiment la force de cette saison 2. C'est ce grand panel, beaucoup plus important que la saison 1. Et on s'attache beaucoup à tous ces nouveaux héros. Et du coup, on est là, on est derrière eux, on a envie qu'ils survivent. Bon, on sait très bien qu'on va avoir le cœur brisé à un moment ou à un autre. Ah bon, ils vont pas tous survivre ? Écoute, peut-être, on ne sait pas. Et on n'a pas encore vu la saison 3. Mais voilà, et je trouve aussi que ce que j'ai apprécié dans cette saison 2, qui était plus courte de 2 épisodes, c'est qu'il a supprimé ce qui, moi, ne m'avait pas du tout plu dans la saison 1, c'est-à-dire tout ce qui était les VIP, qui sortaient vraiment je trouvais que ça nous sortait vraiment du jeu. Et moi, personnellement, alors je vois que ça hoche de la tête à côté. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout apprécié. Je te confirme. Voilà, moi, je trouve que ça nous sortait un peu du jeu. Et je trouve que le fait de mettre, et vu qu'on peut spoiler, vu que maintenant tout le monde l'a vu, le fait de mettre le maître du jeu à l'intérieur du jeu, c'est une façon aussi, du coup, de twister un peu ça, qui m'a particulièrement plu. Alors, qui se jette à l'eau ? Non, mais c'est ouf, c'est la première fois, je crois, que je suis d'accord avec tous les arguments d'Aubéry. Mais dingue. Je te jure que c'est vrai. C'est parce que c'était Noël. Le miracle de les Noël. arguments de la personne qui vient défendre son parti pris. Oui. Alors pourquoi, Émilie ? Alors, moi, j'ai adoré cette saison 2. J'ai adoré déjà, j'ai trouvé que le fait qu'on rentre pas tout de suite dans le jeu, c'était très malin. Le premier jeu qu'on a, parce que je m'en fous, je spoil, hein, m'écoutez pas si vous voulez pas être spoilé. Le premier jeu qu'on a, c'est le mythique jeu de la dame, enfin de la nana. 1, 2, 3 soleil. 1, 2, 3 soleil. Donc après, t'as un espèce de truc de j'espère que je vais pas avoir tous les mêmes jeux. Eh ben non, il y a pas les mêmes jeux. Les jeux sont tout aussi pervers, voire plus. Je trouve que la réal est assez chouette. Je suis d'accord avec Aubéry, les nouveaux personnages sont très cool. J'ai aimé le fait qu'ils apportent de l'humour, chose qu'on n'avait pas du tout en saison 1, avec notamment le rappeur là, qui est drogué H24 et du coup qui est improbable. Donc en fait, tu te retrouves dans un truc où tu vois des gens en train de se faire tuer et en fait, de temps en temps, tu te tapes un petit fou rire. J'ai trouvé ça super malin. La rébellion, pareil, je trouvais qu'elle était bien amenée. Je suis d'accord avec Aubéry, les VIP en saison 1, ça m'a saoulée. Voilà, j'étais là, je suis bon, ok, super. Bon, on a compris qu'il y avait des gens qui regardaient, on n'est pas obligé de les voir 44 fois. Moi, la saison 1, je l'avais bouffée en français, donc j'étais bien contente parce que la saison 2, je l'ai regardée en coréen et c'est le seul problème pour moi que ça a Netflix. Que tu peux pas faire de puzzle en même temps. Oui, du coup. et puis la langue coréenne, je sais pas, j'ai un petit peu de mal parce qu'elle me fait beaucoup rire. Mais voilà, j'ai trouvé la saison 2 vraiment très réussie, très maline. Les trois, enfin, on sent qu'en 3 ans, ils n'ont pas chômé et que effectivement, c'est rare quand une saison 2 est aussi bien, voire mieux que la saison 1. Je dirais pas qu'elle est mieux que la saison 1 parce que là, on n'a plus l'effet de surprise, mais je trouve qu'elle est vraiment à la hauteur de la première. Parce que c'était un peu le risque, je trouve, quand on a une série à concept aussi fort que c'était le cas avec Squid Game, de se dire, en fait, une saison 1, ça suffisait et on va forcément être déçu par la suite. Juliette, déçue ou pas déçue ?
Pas emballé. Honnêtement, oui, ils ont rempli le cahier des charges de ce qu'il fallait faire pour permettre scénaristiquement à la série de revenir. Donc, ces 2 épisodes d'introduction, on n'est pas dans le jeu, où effectivement, ça enrichit un peu l'univers Squid Game. Effectivement, il y a des nouveaux jeux, il y a des nouveaux personnages. Moi, les personnages de la saison 1, je trouvais que c'était déjà le point fort. C'est-à-dire que je m'étais déjà énormément attachée aux personnages. Ça avait été un crève-cœur quand ils étaient morts. On explorait plein de types de personnages différents, de minorités différentes et la situation. Donc, en fait, pour moi, il y a quand même l'effet redite qui a pesé sur mon visionnage, honnêtement. Effectivement, ils ont mis plein de nouveautés, mais moi, j'ai quand même l'impression de revoir la saison 1. Juste, c'est la suite de la saison 1 parce qu'il y a des nouveaux jeux, mais tu vois, ça m'a pas mis l'effet claque qu'avait pu me mettre la saison 1. Je pense, j'attends de voir la saison 3, mais je pense que ça aurait peut-être été efficace de boucler l'histoire en 2 saisons à la limite, parce que là, du coup, on tire sur la corde pour remontrer les jeux, etc. On tire sur la corde. À mon sens, Netflix a été bluffé eux-mêmes par leur propre succès. Je pense qu'ils ont voulu... ils veulent exploiter le succès à fond, ce qui se comprend, mais là, du coup, je pense qu'avoir signé d'emblée pour 3 saisons, ça oblige aussi les scénaristes à tirer l'intrigue en pensant 2 saisons et pas 1. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Ce qui est réussi, effectivement, c'est par exemple le fait que le maître du jeu soit à l'intérieur du jeu. Ça, en fait, effectivement, c'est une bonne conséquence de la saison 1. C'est qu'en saison 1, on avait découvert que le vieux monsieur, en fait, était le créateur du jeu et qu'il était dans le jeu. Donc là, il y a ce côté qu'on n'avait pas au visionnage de la saison 1. On se méfie de tout le monde parce qu'en fait, n'importe quel joueur dans le jeu pourrait potentiellement être un infiltré. Donc ça amène un peu de piment, un peu d'enjeu. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord sur ce côté. On est content d'être débarrassé des VIP. En fait, pour moi, les VIP, déjà, on les a pas vus 44 fois. Je trouvais pas qu'on les voyait beaucoup. Je crois peut-être 1 ou 2 épisodes. Je suis toujours dans la demi-mesure, tu le sais. Absolument. Et en fait, pour moi, ils disaient quelque chose d'intéressant. En fait, Squid Game, c'est quoi qu'est-ce qu'on disait avec Squid Game en saison 1 ? C'est que c'est le capitalisme qui gagne, c'est-à-dire c'est des gens très riches qui s'amusent de voir des gens très pauvres se battre à mort, et en fait d'avoir la présence des VIP, ça offrait justement la perspective de ces gens qui se divertissent par ça. Et le fait de plus avoir les VIP, je trouve qu'on perd le côté moral, social, politique aussi de la série, qui était de dire, en fait, le vrai problème de Squid Game, au-delà du fait qu'il y ait des gens qui se tuent pour de l'argent, c'est que ça divertisse des gens qui ont tout pouvoir parce qu'ils ont de l'argent. Et comme on n'a pas les VIP, que d'un coup ils ont disparu, moi le maître du jeu il m'intéresse, ça m'intéresse de savoir ce qu'il fait, pourquoi il se met dans le jeu et tout. Mais le fait de ne pas avoir cette double perspective, moi ça me manque, parce que du coup on perd de la puissance politique de la série, qui moi était ce qui m'avait plu en saison 1. Alors Marc, Team Rond, on continue ou Team Croix, on arrête ? En fait, Team Rond, parce que j'ai envie de voir la saison 3, parce que je suis resté sur ma fin sur cette saison 2, un peu comme Juliette. J'ai l'impression que c'est une saison 3 part 1, quoi. En fait, c'est genre... Donc du coup, je trouve que ça tire un peu sur en longueur. Les 2 premiers épisodes à Séoul, je trouve pas non plus extraordinaires. Beaucoup de gens qui les aiment, moi je les trouve un peu longs. Peut-être qu'un aurait suffi. Ouais, un seul aurait suffi. Franchement, on comprend rapidement où on va en venir. Et après, oui, il y a l'effet redite qui est obligatoire, en fait, malheureusement. Et surtout, je trouve que visuellement, la série ne se renouvelle pas des masses, alors qu'en saison 1, c'était quand même assez fort visuellement, quoi. Vraiment, il y a une imagerie Squid Game qui est extrêmement forte. Et là, elle ne se renouvelle pas des masses. Il y a le carrousel un peu, je trouve, qui renouvelle un peu ça, où l'image est vraiment assez incroyable. Quand tu découvres le carrousel, tu te dis waouh, ok. Je suis assez d'accord avec Juliette sur le côté politique qui est un peu parti là, dans la saison 2, qu'on n'a plus trop. Moi, je trouvais ça intéressant aussi, les VIP dans la saison 1. Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a des personnages qui sont intéressants. Et notamment le personnage transgenre Yoon-ju, j'espère que je le dis bien, ou le duo Murphy qui au début m'agaçait et qui au final je trouve très attachant. Donc voilà, il y a des personnages auxquels tu t'attaches quand même, et j'aime bien le retournement à la fin, effectivement la rébellion. Je trouve que le dernier épisode est très réussi quand même. Ouais. L'épisode est très fort, t'es vraiment en tension tout le temps. Donc ça donne quand même envie de voir la suite. Et effectivement, les intrigues, les théories, on va en parler après. Ça ouvre pas mal de possibilités, donc on va dire intellectuellement c'est satisfaisant parce que tu commences à te projeter. Après, honnêtement, les 7 épisodes-là, la saison 2, je me suis un peu ennuyé. Le créateur a dit qu'il avait imaginé l'histoire, en fait, la deuxième arche de la série, sur 13 épisodes, et du coup, ils ont coupé au milieu, et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, les gens sont restés sur leur fin et se sont dit, purée, c'est pas vraiment une fin, et c'est une chose qui a été beaucoup soulignée sur les réseaux sociaux, parce que du coup, justement, il avait cette idée sur 13 épisodes, et ils se sont dit, peut-être 13 épisodes d'une saison, c'est trop.
Et voilà, au lieu de faire une partie 1, partie 2, ils ont dit ok, on va faire une saison 2, une saison 3, et du coup ils ont coupé à ce moment-là. Un peu artificiel finalement. Voilà, du coup c'est peut-être pour ça aussi que la fin elle est un peu... Oui, mais pour une fois, on sait qu'il y aura une suite. Oui. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que oui, on est frustré, mais on sait qu'en fait la suite, elle arrive. Il y a des séries, on le sait très bien. Bien sûr. Elle s'arrête sur un cliffhanger et en fait on nous dit ouais non, finalement on l'annule. Donc là, je suis un peu moins frustrée que sur d'autres séries parce que je sais que la fin, je l'aurai bientôt. Mais du coup, est-ce que c'était nécessaire d'avoir cette espèce de prologue à la saison 3 finalement? Ou cette espèce de saison 3 coupée en deux, ou c'est comme saison 2 coupée en deux, comme ça fait, il y a beaucoup de séries qui font ça. Enfin, depuis la nuit Mais des temps, c'est et pas si une le bonne font, idée. c'est bien. Bah oui. Alors, C'est Aubéry, une bonne la saison 3, effectivement, elle est déjà tournée. Est-ce qu'on a des infos, du coup, sur ce qui nous attend dans la suite? Eh bien, j'aurais bien aimé vous spoiler, mais nous ne savons strictement rien, à part la petite scène que vous avez pu voir dans le générique du dernier épisode, qui donc a été expliqué par le créateur, qui sera un des jeux de la saison 3. Mis à part ça, c'est un peu le flou. Une idée de la date de sortie potentielle? Ouais, la date de sortie potentielle, c'est 2025, c'est sûr. Donc, on va patienter, mais on va pas patienter longtemps. Le créateur a dit que ce serait été ou automne. Il y a eu, a priori, une petite boulette côté Netflix à la sortie de la saison 2, puisqu'ils ont publié une vidéo sur YouTube qui, depuis, a été retirée très, très rapidement, dans laquelle était mentionnée une potentielle date de sortie au 27 juin. Donc, même si c'est pas le 27 juin, a priori, ça va quand même arriver vite versus les 3 ans qu'on a attendus pour la saison 2, ouais. Mais j'ai une info qui va faire plaisir à Marc et Juliette. On sait que les VIP seront de retour. Voilà. Let's go! Voilà, c'est la seule chose qu'on sait environ. Et alors, on l'a dit, c'est une série qui suscite énormément de théories chez les fans. Ils n'arrêtent pas de repérer des petits détails comme ça, pour savoir vers quoi on va aller pour la suite. Parmi les théories que vous avez traitées, elles sont nombreuses, Juliette, Aubéry, lesquelles vous semblent a priori les plus crédibles? Alors, la théorie numéro 1 chez les fans, et qui, je pense, est une très bonne théorie, c'est que le maître du jeu va finir par se ranger du côté de Ji-Yoon et des joueurs. Il y a eu des réactions très drôles sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ont un peu suivi, et si vous n'avez pas suivi, cherchez, sur Ji-Yoon et le maître du jeu, qui sont presque devenus un ship. Les gens veulent les voir en couple. C'est à la fois gênant et drôle. Et les acteurs, d'ailleurs, ont réagi dans une très drôle vidéo à tout ça. Et je pense que ça, c'est vraiment la théorie la plus basique, et je pense qu'il va vraiment devenir réalité. Pas sur le couple, mais sur le fait qu'il va s'allier. Alors, peut-être, mais non, sur l'alliance, parce que du coup, lui, le fait qu'il soit dans le jeu, du coup, et même l'acteur l'a dit, que ça pouvait aussi lui permettre de, découvrir aussi ce que les autres sentent, parce que lui, il est à l'extérieur, donc il observe, mais il se rend pas forcément compte de ce que les joueurs peuvent ressentir. Donc, je pense qu'il y a des très fortes chances que ce soit le cas. En plus, du coup, à la fin de la saison, il sait pas que c'est lui. Bien sûr. Et il a fait croire qu'il était mort, je me rappelle. Ouais. Donc du coup, je pense que ça peut aussi être un peu un reveal en mode j'enlève mon masque, je suis avec toi. C'était moi, bébé, tout ce temps. Et alors, et les théories sur les autres joueurs Moi, la théorie que j'avais formulée en regardant la série et qui s'est que d'autres fans ont formulé sur les réseaux sociaux, elle concerne le joueur 246. Évidemment, vous savez qui c'est quand je dis ça. Non, c'est le papa de la petite fille qui donc participe au jeu parce qu'il doit financer les traitements pour la leucémie de sa petite fille. Et donc, pendant toute la saison, il y a cette espèce d'arc où lui, c'est un joueur lambda, mais il est quand même surveillé par la garde nord-coréenne qu'il connaît du parc d'attractions. Et dans le dernier épisode, cet homme est abattu puisqu'il fait partie des gens de la rébellion qui se retrouvent sans munitions. Il se retrouve face à un garde. L'espace d'un instant, on se dit c'est elle, donc elle va pas le tuer. Et en fait, non. Et elle lui tire dessus et on nous fait comprendre qu'il est mort. La théorie, ce serait qu'il n'est évidemment pas mort. Puisque quand même une des autres intrigues de cette saison 2, c'est toute cette histoire de trafic d'organes sur les joueurs qu'on fait pas tout à fait mourir exprès pour prélever leurs organes. Donc la théorie voudrait qu'elle les blessait évidemment, mais de façon non mortelle, pour qu'ils soient justement récupérés dans ces cercueils à petites croix et qu'ils passent par le circuit des trappes secrètes, pour aller là-bas. Sachant que elle en plus, elle s'est embrouillée méchant avec ses gardes qui font ça et qu'elle s'est quand même fait bastonner et qu'elle a pas l'air d'être du genre à pas prendre sa revanche. Donc voilà, la théorie, ce serait que intentionnellement, elle l'aurait blessé sans le tuer et qu'elle profiterait justement du fait qu'il soit exfiltré par ce
circuit secret pour lui sauver la vie et par la même occasion foutre une raclée aux 3 petits cons. Et moi, je carrément. Quoi. Ouais, carrément. Mais oui, t'as raison. Moi, il y a une question que je me suis posée parce que si on compare avec les séries plus classiques dont on a l'habitude, notamment sur les chaînes françaises, les chaînes linéaires, est-ce qu'ils vont vraiment aller jusqu'à tuer la femme enceinte ? Oui. Ouais. Pour moi, ils osent tout Squid Mais Game, ouais. donc j'ai un peu peur que justement, on n'a pas eu de mort très forte là sur cette Justement. saison 2, et c'est pour ça, l'ami de Ji-hoon quand même à la fin. C'est une mort choc, mais tu vois, moi quand la nana de la saison 1, je n'ai plus son nom, excusez-moi, qui venait de Corée du Nord, elle mourait, moi là j'avais pleuré. Là cette saison, c'est un bon indicateur, j'ai pas pleuré. Donc c'est une mort choc. Maintenant, est-ce qu'il le côté on ose tout, on se doutait que Ji-hoon et son ami allaient pas arriver vivants tous les deux ensemble à la fin. Moi je pense qu'ils sont capables de la tuer. Et pardon, mais désolé, après c'est que des personnages, on s'en fout, mais il faut pas tomber dans le truc de Walking Dead où au bout d'un moment, en fait, on voulait plus trop tuer les principaux parce que tu comprends, on va pas vexer les fans. Non, en fait, ce qui était l'intérêt de Walking Dead au tout début, c'est que tu savais très bien que tout le monde pouvait mourir. Squid Game, c'est la même chose. Donc il faut pas qu'il tombe vraiment. Après, c'est déjà tourné, donc puis je suis pas sûre qu'il nous écoute. Quoique, il devrait. Peut-être. Mais il faut vraiment pas qu'il tombe dans le truc de on va sauver tout le monde parce que vraiment, ça va me saouler. Et alors, comment est-ce que vous aimeriez les uns et les autres que ça se finisse ? Aubéry ? Moi, je pense que ça ne peut pas bien se finir. Sinon, je trouve que ça dénature totalement le propos de la série. J'espère qu'ils ont osé tuer Ji-hoon parce que je trouve que ce serait vraiment une fin super impactante. Bien sûr. Et je pense que voilà, est-ce qu'on peut vraiment attendre une fin positive de cette série ? En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attends et j'espère que c'est pas ce qui a été fait. En tout cas, je suis assez d'accord. Ouais. Et moi, j'avais imaginé un truc qui est peut-être un peu tordu, mais qui pourrait aller avec le côté comme assez sombre de la série. C'est que Ji-hoon finisse quand même par reprendre les commandes, mais qu'il soit tellement marqué et tellement traumatisé par le jeu qu'au final, c'est le truc de l'abuseur abusé. Il devienne le maître du jeu. Voilà, il devient le maître du jeu et il recommence à nouveau des jeux mortels. Voilà, que ça se termine comme ça, qui serait assez sombre, mais qui pourrait quand même coller aussi au côté un peu quand même assez dark de la série, quoi. Émilie ? J'aime beaucoup vos 2 théories. Franchement, moi, je me laisse en général porter. Je veux absolument qu'il le tue, Ji-hoon. Je l'ai bien dit. Mais je sais juste une chose, c'est que cette série va me manquer parce que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une série qui rameutait autant de gens, avec autant de réactions, autant de discussions, autant, tu vois, que ce soit sur les réseaux ou entre potes. Parce qu'en général, tu regardes une série, t'es pas sûr que dans ton groupe de potes, tout le monde l'ait vu. Là, tout le monde l'a vu. Oui. Et je trouve ça chouette qu'on ait à nouveau ces programmes-là, parce que ça fait quand même très très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Donc Squid Game va pas mal me manquer pour ça. Juliette, une théorie sur la fin ? Pour moi, honnêtement, je suis du même avis que Aubéry. C'est une série qui est profondément cynique. Il faut qu'elle le reste. Donc, il faut que le capitalisme gagne à la fin. Parce que sinon, effectivement, on aura fait tout ça pour rien. Nous, on y est pour rien. Ah oui, je dis Netflix, le monde, quoi. Netflix, le monde. Netflix, le monde, évidemment. Mais non, j'aime beaucoup la théorie de Marc. Moi, j'ai pas d'idée... J'ai pas d'idée particulière parce que j'ai pas envie non plus, tu vois. Autant je crois au fait que le maître du jeu va réintégrer, va s'allier à Ji-hoon à un moment ou un autre, mais j'ai pas envie non plus que ça devienne un sauveur, en fait. Moi, ce que j'aime dans Squid Game, c'est justement, c'est les personnages amoureux et voilà. Et j'espère qu'il y aura des nouveaux personnages, peut-être, qui vont venir nous surprendre en saison 3. En tout cas, moi, j'ai besoin d'un truc dark pour bien finir la série, quoi. Ouais. Bon, alors clairement, on sait que c'est la fin, mais la fin. La saison 3 sera la dernière de Squid Game en tant que telle, mais on n'a pas fini d'entendre parler de Squid Game, rassure-toi Émilie, parce que, alors, notamment, il y a un projet d'adaptation américaine. Moi, j'avais justement une idée d'une fin qui aurait pu aussi ouvrir à ça, sur l'adaptation. Je me suis dit, pourquoi pas, du coup... c'est pas ce que je souhaiterais, mais que la fin se termine plutôt bien, qu'ils réussissent à mettre fin au jeu, mais qu'on découvre dans la dernière scène que les jeux ont lieu autre part. Visuellement, c'est facile parce qu'avec les personnages coréens, par exemple, des personnages anglais, c'est assez facile à mettre en scène. Et je me suis dit que ça pourrait justement ouvrir sur l'adaptation qui a pas vraiment été annoncée, mais bon, c'est des grosses rumeurs. On sait que c'est en développement. Ouais.
Oui, tout à Un fait. peu en mode, finalement, ce qu'on disait, un peu comme sous la Seine, Ouais, c'est ça. on Ouais. découvre que les Espèce de requins sont allés franchise. dans d'autres Voilà. pays. Ce serait- C'est un réseau. Ça serait assez logique par rapport aussi aux propos sur la mondialisation, Bien sûr, la complètement. capitalisation Ouais. mondiale. Ouais. Ce qu'on sait aussi des rumeurs qui nous sont revenues aux oreilles sur cette adaptation aux États-Unis, c'est que c'est un certain David Fincher qui est rattaché au projet, qui pour le coup, on ne le présente plus, mais surtout qui est quand même quelqu'un qui collabore avec Netflix depuis longtemps, puisque c'est quand même à lui qu'on doit Mindhunter, qui avait été un énorme succès critique à défaut d'être un succès public. Voilà, et c'est à lui aussi qu'on doit la super série d'animation Love, Death and Robots. Honnêtement, en général, quand il s'allie avec Netflix, c'est pas pour rien. Il choisit ses projets, donc moi, j'ai envie de penser que ce sera pas une adaptation bête et méchante où on va juste dupliquer Ce sera pas un copier-coller. Ji-hoon. Voilà, on n'aura Ouais. pas juste le Ji-hoon américain. Ouais. J'ai envie de croire que si Ouais. David Fincher s'implique, Ouais. Puis Et si on puis pense ils ont- à des films comme Gone Girl ou ce genre de film, le côté dark de David Fincher n'est plus à Ouais. démontrer. Et les clair. twists. Et voilà, il y a les twists, etc. Donc on peut comprendre que cet univers lui plaise en tout cas. Donc il y a l'adaptation et puis il y a aussi, on sait que le créateur de Squid Game réfléchit déjà à une voire plusieurs idées de spin-off. Je Aubery. pense qu'on sait que Netflix, quand ils ont quelque chose, ils aiment essorer. Jurisprudence, la Casa des Papel, par exemple. Casa des Papel, Bridgerton également, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc évidemment, je pense que c'est un compte, enfin, au-delà du spin-off, enfin du remake, qui serait plus visiblement une série dans l'univers de Squid Game, ils vont forcément essayer de créer quelque chose autour. Il y a deux pistes qui ont été notamment évoquées par le créateur de la série. Ce serait soit donc potentiellement un spin-off sur les gardes. Qu'est-ce qui se passe Intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont de garde ou quand ils sont justement en off, entre guillemets. Bon, après, en lunch break. je sais pas trop l'intérêt de ce que ça peut apporter, mais bon, pourquoi pas. Et il a aussi évoqué une autre idée de spin-off qui serait dans l'entre-deux entre la saison 1 et la saison 2. Qu'est-ce qui se passerait pour le maître du jeu? Qu'est-ce qu'il fait en fait Qu'est-ce qu'il a fait entre les deux? Et surtout, et je dis oui parce que j'adore ce personnage et cet acteur, le recruteur. Tiens donc. Voilà, qui est joué par Gong Yoo. Ça y est, j'ai sorti le premier nom de la série. Et en fait, qui pour moi, dans l'épisode 1, clairement, la scène, c'est exceptionnel. Et du coup, ce serait, voilà... Qu'est-ce qui se passe Son entre histoire. les deux et pour une idée personnelle que je lance au créateur, pourquoi pas faire une série sur les premiers jeux ou comment en fait les jeux Comment ça a commencé, comment sont nés en fait. Ouais. Car on sait que c'est depuis Super idée. plusieurs années, je sais plus exactement depuis combien de temps, mais je me dis que ça peut être intéressant l'origine des jeux. Comment c'était en plus un truc un peu nostalgie, un peu plus d'époque forcément, ça pourrait être intéressant. L'idée est géniale, tu l'as déposée ou pas? Parce que là, tu peux te faire un max de je thunes. pense qu'il a déjà eu l'idée. Hein. Et puis, il y a aussi la télé-réalité, l'émission de divertissement que Netflix avait lancée, qui reviendra aussi pour une saison 2. Donc voilà, Squid Game, Émilie, pas d'inquiétude, ce n'est pas fini. Oui, bah ouais. tant Alors, mieux. j'en profite, puisqu'on a notre spécialiste des séries coréennes sous la main. Si on a envie de découvrir d'autres séries coréennes, il y en a tellement. Berry, est-ce que tu peux nous faire une petite sélection, recommandation, Vous avez quelque En moins de vous 2 avez heures. combien de temps c'est ça Vous avez 2 heures. Parce que sinon, on peut faire un podcast entier. si vous voulez. J'allais dire un top 3, mais... fera des spin-offs, alors, nous aussi. je vais faire un peu plus de top 3, désolée, j'ai prévu plus. Non, déjà, si du coup Squid Game, et comme c'était mon cas, hein, c'était la première série coréenne que je regardais à l'époque, vous a plu. C'est vrai que sur Netflix, vous avez masse de séries coréennes qui sont ajoutées régulièrement, des nouvelles séries, mais aussi des séries un peu plus anciennes, des séries un peu cultes de la télévision coréenne. Cette semaine, enfin toutes les semaines en ce moment, vous avez une série Demande aux étoiles, qui est une série romantique. C'est vrai que bon, Squid Game, c'est une série... Changement d'ambiance. Voilà. Squid Game est une série sanglante, mais la Corée du Sud est très très forte en série romantique également. Tout. Sauf que tu as commencé en disant si vous aimez Sweet Game, Si vous avez aimé l'ambiance de Squid Game, découvrez autre chose. Non, sinon aussi... il n'y a pas que Netflix qui fait des séries Tout à coréennes. fait. Disney Plus a notamment un programme très très sympathique de séries pour 2025 que j'ai déjà très hâte de découvrir. Je vais encore perdre des heures de mon temps. Donc sur Disney Plus, je vais commencer par Disney Plus vu que j'en parle. Vous pouvez déjà regarder Les Pouvoirs de l'ombre. C'est une série de super-héros, mais alors Marvel et DC peuvent aller se rhabiller parce que c'est vraiment une série avec des super effets spéciaux qui a beaucoup plu. Vous avez aussi une série d'action Shop for Killers, qui est une série dans laquelle une jeune femme apprend que
Son oncle avait en fait un magasin, entre guillemets, d'armes à feu pour tous les délinquants. Et du coup, elle est menacée de mort et doit reprendre le business. Donc ça, c'est sur Disney+. Sur Netflix, vous pouvez regarder The Glory. Oui. Je sais que j'allais faire une adepte. Alors, notamment, vous retrouverez dedans Park Sung-hoon qui joue Yoon-ju. Et qui est une série sur le harcèlement scolaire, une femme qui se venge du harcèlement qu'elle a subi des années plus tard. Dans l'ambiance un peu plus horreur, vous avez All of Us Are Dead. Je pense que les gens autour de la table l'ont vu. Donc c'est une série de zombies où une propagation d'un virus zombie a lieu dans un lycée. On attend la saison 2 désespérément la saison 2 qui est sortie. La saison 1 est sortie. Moi, j'adore cette série. La saison 1 est sortie juste en janvier 2022, donc juste après Squid Game. Et on attend toujours la saison 2 qui est annoncée, mais elle ne vient pas. Si vous voulez aller plus loin, je fais une petite publicité pour Viki, qui est une plateforme, publicité gratuite. La nouvelle audition de Une plateforme spécialisée sur les séries asiatiques, où vous retrouvez mon coup de cœur de l'année 2024, qui est Lovely Runner, qui est une série qui a beaucoup, beaucoup fait parler en Corée du Sud, qui est une série dans laquelle, en gros, une fan d'une star de la chanson coréenne remonte le temps pour lui sauver la vie. C'est drôle, c'est pétillant, c'est tout mignon. Et bon, je ne pouvais pas ne pas parler de cette série qui a fait des addicts. Je vois que Marc... Je crois qu'on sait... C'est Connais-moi 2 personnes autour de la table. Oui. Crash Landing on You. Cœur avec les mains. Je l'ai pas vu que je suis déjà en C'est une série romantique qui date de 2019. Au pitch improbable, mais je vous assure, c'est génial. C'est une riche sud-coréenne qui, après un accident de parapente, arrive en Corée du Nord et tombe sur un soldat très sexy. Émilie, c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Excuse-moi, on dirait un pitch de ChatGPT ou Eh bien non. la série. Et bien au-delà de cela, en fait, c'est voilà, du coup, il va l'aider à quitter le pays. Et c'est une série romantique avec mais aussi avec plein de rebondissements et très 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 addictive. Je sais que Laurence aussi l'a vu et elle l'adore. Et avec des acteurs qu'on aime et qui sont en couple en plus, c'est encore plus mignon. Donc voilà. Et évidemment, si vous voulez d'autres recommandations, vous en trouverez sur le site de Télé Loisirs. Ce n'est pas avare. Et malheureusement, je pense qu'on va devoir s'arrêter là, Aubéry, même si on pourrait t'écouter parler de séries coréennes toute la... Merci beaucoup. Merci. Et à défaut de jouer à Squid Game, on va jouer à L'appel à un ami. Oui. Mais ça peut être tout aussi meurtrier.